nous dit souvent qu'il faut travailler à l'école pour avoir un bon métier. Eh bien, je vais vous prouver le contraire, puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui a seulement 17 ans. Et à 17 ans, il a un parcours exceptionnel. Il a une entreprise d'IA. Il a également une marque à base d'huile d'olive. Bien évidemment, on va aussi parler de ses échecs, notamment sur son projet de trading, mais également aussi sur son école de droit qu'il n'a pas terminée. Mais avant de vous le présenter officiellement, je vous dis bonjour et bienvenue sur la chaîne La Frontalière Luxembourg. N'hésitez pas à vous abonner. Sachez que la vidéo est sponsorisée par Colors. Alors, c'est quoi Colors Business Center? C'est si vous êtes un entrepreneur qui veut entreprendre du coup au Luxembourg, eh bien, au lieu de payer un loyer beaucoup trop cher, vous pouvez très bien payer un abonnement sous forme d'abonnement, 199 € hors taxe par mois, un coworking au Luxembourg. Pour ceux qui sont en voiture, je suis sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify Podcast, Deezer Podcast. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Eh bien, c'est parti. Bonjour Samuel. Bonjour Mariam. Et bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde qui regarde ce podcast actuellement. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on est là pour être honnête. Et donc, qu'est-ce que l'école t'a vraiment apporté? Alors, déjà, pour recontextualiser la chose, moi, je suis né pas ici à côté de Luxembourg, je suis né à Charleroi, en Belgique, où j'ai fait mes maternelles jusqu'à mes 6 ans où j'ai dû déménager au Luxembourg. Mes maternelles se sont très bien passées. J'ai juste fait la 2e et 3e maternelle, en fait. Et ensuite, je suis parti dans l'école dans mon village, là où j'ai en fait sauté déjà une classe après 2 semaines de première primaire, parce que je savais déjà lire, écrire en fait. Bref, les choses qu'on apprend en fait en première primaire. Je sais pas si c'est le même système. Non, c'est pas. C'est CP, je crois. Ouais, CP, c'est ça. CP, ouais. Donc j'ai sauté la CP. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'était très mal passé avec des professeurs en fait, car en fait, à l'école, si on est un minimum créatif, ça ne passe pas spécialement avec certains profs. Et c'était notamment mon cas. Et on va dire, si on dévie un petit peu de ce que les professeurs souhaitent peut-être, eh bien, en fait, ça va mal se passer. Même si ça peut très mal se passer à l'école, même si en fait, on n'est pas quelqu'un qui va mettre le bazar en classe, qui va faire n'importe quoi. Moi, c'était pas du tout mon cas. Moi, c'était juste que je n'étais pas celui qui allait respecter les consignes à 100% d'office. J'avais toujours ajouté peut-être une touche de personnel, disons. Et au point où ça en devenait carrément du harcèlement. Et je m'en suis même pris du harcèlement physique, étant donné que en fait, on m'avait enfermé dans une pièce dans le noir. Des autres élèves? Oui, donc j'étais dans la classe en fait, je vais pas dire quel cours ou quel prof évidemment, mais donc ça s'était mal passé et donc elle m'avait mis dans la cantine. Ah, c'est une prof qui t'a fait ça? Oui, bien sûr. J'avais aucun problème avec les élèves moi. C'était pas du tout les élèves, c'était en fait la professeure en question et justement qui m'avait mis seul dans une pièce et on va dire donc ça c'est juste un événement hein, mais il y a eu une globalité d'événements qui ont fait qu'à un moment c'était stop. Et que j'ai voulu changer d'école. Donc c'est là que j'ai changé d'école pour aller dans un autre village à côté de chez moi. Et pendant mon changement d'école, en fait, j'ai sauté aussi une classe car j'avais de bons résultats. Et donc j'ai passé mon CEB. Donc pour vous, c'est la 6e. J'ai passé mon CEB à l'âge de 9 ans. Et en fait, même si j'ai changé d'école, ça s'est encore plus mal passé quand je suis passé en secondaire. Alors, secondaire, c'est le... Alors, secondaire, en fait, en Belgique, c'est toutes les classes de 6e jusqu'à terminale. Ouais, c'est vrai que vous, le secondaire, c'est collège. Pas de 6e, de 5e à terminale, excuse-moi. Ah, d'accord, ok. Parce que nous, ok, d'accord. Donc, c'est collège plus lycée chez nous. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, j'étais dans une école secondaire et ça s'était encore mal passé pour les mêmes raisons, en fait. Donc, je te coupe 2 secondes. T'étais dans une école publique ou privée? Public. J'ai toujours été dans le public, ouais. Et ça aurait pas changé? Alors, on avait pensé à un moment me mettre dans une école privée, mais comme on le sait, ça coûte quand même cher une école privée et malheureusement, on pouvait pas se le permettre. Ok, d'accord. Donc voilà, j'étais... Ça coûte combien en Belgique? Ah, tu sais ou pas? En fait, on avait regardé pour aller en France, carrément. Ah, d'accord, ok. Parce qu'en France, moi, j'étais dans une école catholique, privée.
Parce qu'en fait, chez nous, dans ma campagne, il y a 2 écoles, une Ok. publique, une privée, mais la publique, mes parents, ils m'ont dit, tu y vas pas. C'était ok. trop, voilà. Et donc, du coup, je suis allée en privé catholique et c'était à peu près, il me semble, mais à l'époque, hein. Bon, là, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Mais à l'époque, c'était dans les 2000 euros, entre 1000 et 2000 euros l'année. Donc, Ok. c'était plutôt abordable. Moi, enfin, en tout cas, ce qu'on avait vu, c'était Ouais, c'était quand même plus cher, ouais. Ok. Mais donc voilà, donc ça s'est jamais fait. Et donc ça s'était toujours mal passé pour les mêmes raisons, etc. Et en fait, moi, je le vivais très mal, hein, car en fait, je ne cherchais pas cette réaction de professeur. Je ne cherchais pas du tout ça. C'était pas mon objectif d'aller embêter le professeur, en fait. Mon but, c'est simplement de mettre mes qualités dans la feuille, en fait, qu'on me demande de remplir. Donc, c'était mal passé jusqu'à ce qu'en deuxième secondaire, donc l'équivalent de la 4e en France, il y a eu le Covid. C'était en 2020. Et on avait eu, de janvier jusqu'à avril-mai, même juin, je crois, école à la maison. Donc, on devait remplir nos devoirs, faire des visios avec les professeurs, etc. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. J'étais plus détendu, j'étais mieux dans ma peau. Et donc, en entrant en 3e, j'ai pris le choix, j'ai fait 2 jours à l'école. J'ai pris le choix de finalement continuer à la maison et passer ce qu'on appelle le jury central. Donc en fait, c'est passer ses examens à la maison, entre guillemets. Enfin, on va dans un endroit désigné, donc ça peut être à Bruxelles, ça peut être à Mons, ça peut être à Namur, à plein d'endroits en Belgique, où on va passer les examens, mais tout l'apprentissage, en fait, il se passe à la maison. En théorie, parce qu'en fait, il y a de nombreuses écoles privées qui fait ces examens-là, et aussi de nombreuses personnes avec des profs particuliers, etc. Il faut savoir que moi, j'ai fait ces 2 années-là, donc j'ai passé 2 années à la maison. J'ai fait ces 2 années-là tout seul. Vraiment, moi et mon PC en face de moi. C'est vraiment... Fallait être autonome, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup appris à être autonome. C'est que j'avais un gros manque social. C'est-à-dire que pendant ces 2 années-là, il faut savoir que je n'ai vu personne. Pendant 2 ans, je n'ai vu littéralement personne. T'avais pas une activité Si, je faisais du foot, ouais. mais allez, je vais dire, c'était, on va dire, le même cercle de personnes, et on se rend pas compte, mais voir des personnes peut-être qu'on n'a jamais vues, des personnes différentes, c'est quand même très important que se limiter à 5-10 personnes. Ouais. C'est beaucoup ce que j'ai appris durant ce moment-là. Et donc, et en plus, je les voyais 2 heures, 3 heures par semaine. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de match, car Covid. Et donc, j'ai décidé de revenir à l'école pour mes 2 dernières années. Et autant dire qu'en fait, déjà d'un point de vue social, pour répondre à la question, c'est que quand je suis revenu à l'école, c'est pas une blague, hein, Mariam, j'avais peur des gens. Je voyais des gens, je ne savais pas comment interagir avec eux. Ouais, bah c'est normal. Je savais pas comment interagir avec eux. J'avais des personnes devant moi, je savais pas quoi leur dire, je savais pas quelle allait être leur réaction. J'étais quand même une personne qui sort d'une cave, en fait. Donc, mais c'est normal, c'est tout nouveau. C'est ça, ouais. Même si tu as déjà vécu, t'es déjà allé à l'école, tu sais comment ça se passe, mais le fait d'avoir fait ces 2 ans vraiment sans personne et revenir, oui, c'est... Ouais. Surtout que avant ces 2 ans-là, je n'étais pas non plus celui qui avait plein d'amis. Je veux dire, j'avais quelques amis, mais sans plus. Donc, ça m'a beaucoup appris au niveau social. À ce niveau-là, en fait, si je n'étais pas retourné à l'école, peut-être que je n'aurais pas eu la confiance de parler là actuellement devant une caméra. Mais ceci dit, quand je suis revenu, ça s'est encore super mal passé à l'école. Je vais même dire pire, j'ai eu de très très gros problèmes avec des professeurs, ça en est allé même jusqu'à avoir des convocations de l'enseignement. Hein. Ah oui. Donc porter plainte, moi, envers l'enseignement. Ensuite, voilà, avec des personnes qualifiées, on a essayé de résoudre ce problème, ça n'a jamais été résolu. Mais c'est dur de résoudre, même tout ce qui est harcèlement aussi entre élèves, bon, qui a rien à voir avec toi, mais en guise d'exemple, je vois, j'ai l'impression que l'éducation nationale ne fait rien. En tout cas, en France, c'est compliqué. Hein. Ouais, pour moi, l'enseignement doit être changé. C'est pas possible qu'on reste comme ça. Ou alors, l'Europe va s'écrouler. Littéralement, on va avoir un niveau d'éducation
tellement faible par rapport à la concurrence on commence, des autres pays. On commence exactement, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est un peu comme, je vais pas dire une course, mais c'est un peu une compétition de l'innovation, pour faire tourner une économie en fait. Donc oui, ça s'est super mal passé au point que lors de ma dernière année, donc en terminale, 6e en Belgique, j'ai arrêté pendant 2-3 mois pour faire vraiment les examens du jury central, donc école à la maison. J'ai passé mes examens et je les ai réussis du premier coup. Et j'étais le seul de tous ceux qu'on avait passés, donc il y en avait peut-être 200-300 personnes, qui avaient réussi du premier coup, sans échec. Et en plus, j'avais pas de prof particulier et j'étais pas dans une école privée non plus. Mais c'est pourquoi j'étais motivé à réussir autant, c'est car j'avais envie de me sortir de là. Et j'irais même plus loin. Je pense que j'aurais redoublé. Pas j'aurais redoublé car je n'arrive pas. Car ce que j'essaye de faire à l'école ne plaît pas. En fait, en résumé, l'école t'a apporté, à part le social, rien du tout. Par le côté social. Forcément, on apprend des choses quand même à l'école, mais je vais dire des choses qui vont modifier ma façon de réfléchir, qui vont construire en fait mon cerveau, pas en connaissance pure et dure, mais manière de réfléchir qui pour moi est carrément plus important que connaître de la culture générale ou plein d'autres choses, plein d'autres sujets. Pour moi, ce qui est super important à l'école, c'est former son cerveau. Et malheureusement, je pense pas que l'école dans sa forme actuelle forme au cerveau. Mais donc oui, l'école m'a apporté, on va dire, au niveau social. Ouais. Et tu penses que si tu avais suivi le cursus jusqu'au bout avec la fac, etc., tu serais où aujourd'hui? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question car en fait, donc ensuite, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai fait un petit certificat de MIT, donc Massachusetts Institute of Technology pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'était comment créer et designer des produits IA. J'ai fait ça pendant 2 mois, ça m'a aussi introduit beaucoup à l'IA. Ça m'a fait aimer l'IA. Et ensuite, j'ai voulu en septembre faire une école de codage. Donc pour ceux qui connaissent 42 Luxembourg, donc c'est à Esch-Belleval. Et c'était un programme en fait d'1 mois. On va dire c'est comme une classe préparatoire et à la fin on décide de qui on reprend en fait pour continuer dans l'école 2 ans. Et j'ai fait cela. C'était un petit peu compliqué car à ce moment-là j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et c'était compliqué à y aller souvent, forcément. À part les transports en commun, je pouvais rien faire littéralement. Enfin toujours maintenant, mais dans une école préparatoire, on sait que être là souvent c'est très important. Et de plus, le codage pur et dur, ce n'est pas ce qui me passionne. Ce qui me passionne ici dans l'IA, c'est tout ce qui est automatisation, etc. J'essaie de minimiser le code. Et il y a maintenant plein d'outils que on peut utiliser no code. Oui, mais c'est vrai. Mais est-ce qu'il faudrait pas connaître un minimum de code pour en arriver à là? Bien sûr, ça c'est clair et net, bien sûr. Mais maintenant, je vais dire, on a aussi des outils qui permettent d'aider beaucoup dans le code. Et franchement, évidemment, il faut pas être une personne qui sait même pas ce que c'est JavaScript ou Python. Mais je vais dire, si on a les vraiment bases, des introductions, je suis sûr qu'on peut apprendre dans le tas, au fur et à mesure, en demandant à l'IA de nous expliquer certains principes, etc. Et ensuite, ça ira tout seul. Et dans les automatisations, c'est pas non plus des codes complexes. C'est souvent quand on utilise un code, c'est pour reformater des choses. Donc, c'est pas non plus des codes vraiment complexes. J'ai arrêté et j'avais fait 1 an de droit. J'ai fait 1 an de droit en horaire décalé, ce qui me permettait de faire mes projets en fait durant la journée et le soir faire l'université. Mais en fait, je n'ai pas du tout aimé en fait l'université. Mais pourquoi le droit? Alors, pourquoi le droit? Bonne question. C'était, on va dire, par sélection de qu'est-ce qui pourrait m'être le plus utile parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Ça, c'est clair et net. Mon but n'est pas d'être employé pour toute ma vie. Ok. Donc tu t'es basé sur. Je me suis basé sur qu'est-ce qui pourrait me servir. Donc droit, je me suis dit ça pourrait m'aider pour tout ce qui est contrat, administratif, plein de choses.
forcément. Mais en fait, le format de l'université ne me plaît pas non plus, car je ne peux toujours pas ajouter ma touche de créativité, mon innovation, mon côté un peu entrepreneur finalement. Je n'arrivais pas, et surtout droit, c'est connu pour être des études assez carrées, quoi. Hein, Donc non, ça m'avait pas du tout plu, et j'avais passé mes examens de Noël, j'avais raté 2 examens, donc c'était pas un drame, mais pour juin, j'avais complètement abandonné. J'ai dit j'arrête, et donc j'ai pas continué. Et c'est aussi pour ça que maintenant je suis vraiment 100% concentré sur le business, excusez-moi. Donc pour répondre à ta question, où est-ce que j'en serai? Je ne saurais pas te dire, car je me suis toujours vu entrepreneur. Est-ce que tu penses que l'école prépare au monde réel ou à l'obéissance? Ok, c'est une bonne question. Et il y a une illustration que j'adore. C'est, je sais pas si les viewers l'ont déjà vu, mais une illustration en fait qui montre les moyens de transport il y a 150 ans et les moyens de transport maintenant. Et quand on regarde la même chose pour l'école, donc quand je parle des moyens de transport, ça veut dire qu'il y a 150 ans, c'était vraiment des vieux trains, et maintenant on est à avoir des voitures thermiques, des Tesla, etc. On a vraiment eu une belle évolution. Et quand on regarde l'école maintenant, il y a 150 ans et maintenant, c'est toujours une table, un tableau et un professeur qui explique le cours. Et pour moi, ça ne s'adapte pas non plus au monde réel, dans le sens que maintenant, prenons maintenant hors IA, tout passe par l'informatique. Littéralement tout. Il n'y a pas un métier où je ne vois pas que ça passe par l'informatique. Et où sont les cours d'informatique? Pour les cours qui en ont, on est à peut-être 2 heures maximum. Et quoi, en terminale, on apprend à utiliser Word, Excel. D'accord. Et encore, sans parler des cours. Où sont les cours d'argent? Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Comment faire un budget? Comment on déclare nos impôts? Clairement. Comment gérer son argent? C'est quoi l'inflation? Totalement. Voilà quoi. Totalement. Comment investir? Exactement. Et pour l'IA, où sont les cours d'introduction à l'IA? Je veux dire, arrêtons d'effrayer les gens sur l'IA. Apprenons-leur à utiliser l'IA dans leur quotidien et à être tellement plus productif avec. Et dernière chose sur cette question, pour parler de l'obéissance en fait, eh bien moi j'avais fait un travail en français, ok, et on devait faire une œuvre culturelle, d'accord, donc c'était par exemple une œuvre qui parle de quelque chose, un podcast justement qui parle de qu'est-ce qu'on a visité, etc. Bref, moi j'avais pris le sujet d'une de mes passions, la Formule 1. J'avais raconté toute l'histoire du circuit de Spa-Francorchamps dans un podcast de 10 minutes. J'avais mis tellement de cœur dans ce projet, et c'est pas une blague, hein, Mariam. J'ai été au repas de famille, j'ai fait pleurer mon grand-père. Ah ouais? J'ai fait pleurer mon grand-père. Il a aimé. Ah oui. Il s'est dit waouh, c'est génial et tout. J'étais très très fier. Très fier, m'étonnes. forcément. Oui. Échec. Ah bon? Bah pourquoi? J'ai été en échec. Car le circuit de Spa-Francorchamps n'est pas vraiment une œuvre culturelle et ne respecte pas la grille d'évaluation. La grille d'évaluation. Ouais. Donc, où est la créativité? Où est l'innovation? Si on doit se baser Sur une grille d'évaluation avec des points. Ouais. Et quoi? Et les gens alors? Ils sont formatés, pour moi, à exécuter des tâches précises qu'on leur dit. Donc non, on n'est pas créatif, on n'est pas innovatif à l'école. Non, ça c'est du mensonge. Ouais, donc, totalement. Voilà. Est-ce que tu conseillerais à un jeune plutôt intelligent de faire la même chose que toi? Oui. Ou de suivre le parcours classique, école, bac+5, etc. Alors ça va être très politiquement correct ce que je vais dire, et c'est parce que je le pense vraiment. Faut faire ce qui va nous rendre heureux. Et moi, quand je parle de ça, moi attention, je suis pas en train de déchaîner ma haine sur l'école. Simplement, si ça plaît à quelqu'un, le format de l'école, et que ça plaît à quelqu'un, par exemple, de faire des études de droit, de faire des études de médecine, ou faire
un PhD en physique, je sais pas, peu importe, et que ça le rend heureux, mais qu'il le fasse. Il y a aucun problème à ça. Il faut faire ce qui nous rend heureux. Alors, ok, peut-être qu'il sera, il aura moins de succès qu'un entrepreneur qui aurait peut-être pas suivi ce chemin, mais le principal, c'est d'être heureux. Forcément, pour moi, c'est ça la vraie réponse, c'est faire ce qu'on aime. Mais pour parler de moi, je savais que faire le parcours habituel, entre guillemets, j'allais pas être heureux. Donc je vois pas pourquoi j'irais faire des études qui ne vont pas me rendre heureux pour finalement être malheureux. Ça va pas. Je préfère avoir peut-être gagné moins d'argent en ayant fait ce que j'aime qu'en ayant suivi un parcours qui me rend malheureux. Ouais, c'est ce que et je le vois dans les vidéos, les commentaires, etc. Et pas que mes vidéos, mais en général sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup la philosophie des jeunes, de la Gen Z aujourd'hui. C'est vraiment, je veux un truc qui me rend heureux, peu importe si je dois moins bien toucher. Et à qui ton discours, déjà, est-ce que ton discours, tu penses qu'il peut faire peur? Le fait de pas avoir continué le cursus après le bac, est-ce que déjà tu penses que ça peut faire peur? Parce que je sais qu'il y a de plus en plus de vidéos qui dit l'école ça sert à rien, etc. Donc est-ce que tu penses que ça peut faire peur, ce genre de discours? À qui mon discours fait peur? Alors forcément la vieille école, pas dans le sens négatif vieille école, mais car eux ont vécu dans une ère où le diplôme était symbole de sécurité. Moi, ce que je pense honnêtement, c'est que les diplômes n'apportent plus la sécurité que ça apportait il y a 60 ans, et donc ça fait peur à ces gens-là, et ça fait aussi peur aux gens qui ne veulent pas s'adapter au monde de maintenant. Il y a de plus en plus d'entreprises qui recrutent des gens sans diplôme, mais qui ont une passion ou qui ont un savoir-faire, peut-être qui n'est pas apprenable à l'université. Notamment, pour donner un exemple réel, mon grand-père, il a pas fait, il a fait des études quand il avait 30-35 ans en études du soir, mais il n'avait pas l'argent pour faire des études. Et à son époque, c'est vrai, avoir un diplôme, c'était un symbole de sécurité, comme j'ai expliqué. Et donc, c'est pas une blague, hein. Il marcelle à chaque fois qu'on se voit, même maintenant, hein. J'aurais tellement aimé que tu fasses des études, j'aurais adoré que tu fasses des études. Il voulait que je fasse des études d'ingénieur. Même quand je faisais droit, c'était j'aurais aimé quand même que tu fasses ingénieur. Parce que à l'époque, ingénieur, c'était le saint graal de la population, entre guillemets. Et quand je dis ça, c'est pas négatif et c'est pas méchant envers lui. Il a vécu dans je vais dire ce monde-là. Et malheureusement, il faut qu'il comprenne qu'on vit dans un nouveau monde. On vit en 2026 maintenant, et que il faut s'adapter au monde réel. Maintenant, c'est très caricatural ce que je vais dire, mais les ingénieurs, etc., se font diriger par peut-être des gens qui n'ont pas fait d'études. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, je sais qu'à l'époque, mes parents, ils me disaient, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais je veux un bac plus 3. Je veux que tu viennes à la maison avec un bac plus 3. Voilà. Donc, c'était pareil. J'ai eu cette chance que mes parents n'ont pas été aussi très, je vais dire, forcément, ils m'encouragent dans ce que je fais. Mais lorsque je disais que je voulais pas faire d'études, ils ne m'encourageaient pas spécialement. Non, c'était pas méchant. Et ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, mais on ne t'encourage pas à ne pas faire d'études. Et moi, j'ai eu cette chance quand même qu'ils ne m'ont pas obligé. Car je pense que mon grand-père, il m'aurait obligé. Donc, j'ai quand même un peu de chance à ce niveau-là d'avoir des parents qui me soutiennent. C'est vrai. Donc voilà. Et donc, à 17 ans, tu gagnes de l'argent. Est-ce que c'est tabou d'en parler? Parce que c'est jeune quand même, 17 ans. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Mais je sais que dans la culture, en tout cas en Belgique, Luxembourg et France, européenne, exact, je sais que, je dis Belgique, France, Luxembourg, car c'est mon entourage, mais je sais que c'est très, très, très tabou. Notamment, c'est assez triste à dire, mais les gens sont jaloux. Ouais. C'est pas un secret. C'est à cause de ça pour moi. Moi, j'ai toujours dit que c'est à cause de la jalousie, parce que quand on regarde aux États-Unis, c'est tellement entrepreneurial par rapport à ici. Voilà. Ah, tu fais combien d'argent, c'est génial et tout. Je veux faire pareil. C'est ça. Comment t'as fait? Donne-moi tes tips, etc. Alors que en Europe, et souvent on me dit bah non, mais c'est tabou parce que c'est culturel. Non, c'est juste parce que vous êtes jaloux. En fait, c'est tout. Exactement. Et en fait, c'est mon but.
en donnant aux autres ce que je gagne, eh bien, c'est pas pour les rendre jaloux ou me vanter, etc. C'est les inspirer. En fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a plein de jeunes qui sont dans ma situation. Si seulement je pouvais les inspirer, tu vois, c'est vraiment un objectif, je pense, qu'on devrait tous avoir. C'est inspirer les gens, en fait, de notre parcours. Si notre parcours n'est pas inspirant, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, entre guillemets. Mais donc oui, pour moi, c'est pas du tout tabou, mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est tabou. C'est pour ça que j'évite un maximum d'en parler, car ça amène qu'à des problèmes finalement. Ouais, je suis Mais d'accord. mon but, c'est d'en parler pour inspirer, pour montrer que c'est possible. Ouais, Donc je suis totalement d'accord. voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose à changer en Europe. Et aussi, pour conclure sur ça, je connais certaines personnes aussi jeunes comme moi qui font beaucoup d'argent, qui sont parfois encore à l'école. Les professeurs, pour reparler un peu d'école, ça me choque la jalousie qu'ils peuvent avoir envers cet élève. Et je trouve ça un peu triste que ces professeurs, en fait, ne félicitent pas ou complimentent cet élève. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à changer. Et tu as fait un projet trading. Ouais. Et malheureusement, tu as arrêté. Mhm. Alors, pourquoi tu as arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour recontextualiser un petit peu ce projet, dès que j'ai eu fini en fait mon certificat MIT, j'ai fait mon premier projet IA qui est en fait un indicateur trading achat-vente de n'importe quelle action ou crypto disponible sur le marché. Okay, c'est basé sur un algorithme IA que j'ai codé moi-même. Et donc en fait, j'ai voulu commercialiser cet outil qui était testé et franchement, moi, je l'utilise encore maintenant. Je l'utilise encore maintenant et je trouve l'outil génial. Il est 100% fonctionnel. Je suis en profit grâce à lui. Ah, donc tu l'as pas arrêté totalement, en fait. Il fonctionne. J'arrête de le commercialiser. Je l'utilise que pour moi. Mais j'ai arrêté de donner mon temps à le commercialiser. Pourquoi? Car déjà, de un, les traders que j'ai pu networker avec, ils sont pas prêts à modifier leur stratégie et qui est gagnante puisqu'ils vivent de ça. Ils n'osaient pas mettre en pratique un autre indicateur que ce qui marche déjà pour eux. Donc j'ai essayé de viser une deuxième cible qui sont les gens qui commencent dans l'entrepreneuriat, qui souhaitent peut-être se lancer dans le trading, etc. Car maintenant en fait il y a ce qu'on appelle des propres firmes et c'est en fait des sociétés qui tu vas donner 100 € par exemple pour avoir 20 000 € de capital, mais tu as des règles strictes que si tu descends en dessous de 2,5% par jour, ben tu perds ton compte par exemple, ce qui permet de commencer le trading facilement. Et malheureusement, ces gens-là n'étaient pas encore prêts à mettre 50 € par mois, car je vendais 50 € par mois, dans un outil de trading, alors qu'ils n'avaient jamais touché à ça. T'as pas essayé la cible des investisseurs? Par exemple, moi j'investis beaucoup en bourse et tu vois, ce genre de choses, ça m'aurait grave plu. Malheureusement aussi, c'est la troisième chose, c'est que mon réseau était très restreint. Je venais de commencer, 16 ans. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je me le garde pour moi et pour les gens qui souhaitent, je dis il est gratuit, ok, pour une période limitée. Ah, je pourrais l'essayer? Bien sûr, bien sûr. Si tu veux, après, à la fin, etc., je te ferai une démo rapidement. Ouais. Ok, ça marche. Ok, trop. Je le rends gratuit pour peu de temps. Ainsi, ça me permet d'agrandir mon réseau. Ça me permet aussi à des gens de donner un feedback. Ok, j'ai eu des feedbacks très positifs, la majorité très positifs. J'ai eu certains négatifs, mais souvent c'est que ils savent pas comment l'utiliser, car c'est vrai qu'il y a de la configuration derrière un petit peu. Car forcément l'outil, on le configure un petit peu comme on le souhaite, comment on trade. Donc ça varie un petit peu. Et ça t'apporte à peu près combien de rentabilité en pourcentage? Forcément, en moyenne. Forcément, je pense que tu le sais, mais la bourse, ça varie. Oui, c'est pour ça une moyenne sur une année pour avoir vraiment. Ok. Sur une année, j'ai pu faire 50% de mon capital. C'est vrai? 50. Et écoute, le mois de janvier, je pense que les investisseurs qui regardent le podcast savent, mais le mois de janvier, c'était un bull market et j'ai réussi à faire 20% en un mois. 20%. Ok, ça marche. 20%. 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 20%
Donc, C'est incroyable. c'est ma, Juste en suivant. juste en suivant. C'est ma Ok. deuxième meilleure performance, car en un mois, car j'avais fait un mois en fait où j'étais un peu un fou. J'avais investi dans une société avec 10 millions de market cap, c'est vraiment rien du tout. Donc, t'avais des 10%, Alors explique moins market 20. caps. Alors, market Parce cap, en que fait, tout le monde n'est pas dans. bien sûr, c'est la somme, on va dire, toutes les actions plus fois leur prix. Ça donne le market cap. Donc, si par exemple, il y a 10 actions et que chacune coûte 100 euros, eh bien, le market cap va être de 1000 euros. Et souvent, ceux qui aiment Nvidia, c'est compté en trillions. Donc, c'est vraiment énorme. Et 10 millions, ça veut dire que ça peut fluctuer plus 10, moins 20%. Et en un mois, sur cette action-là, j'avais fait plus 30%. Mais je recommande vraiment pas de faire la même chose que moi, car c'est très risqué. Le mois d'après, juste sur cette action, car j'avais fait d'autres actions, ça m'a permis de un peu Limiter la casse. limiter la casse. J'avais fait moins 20 sur le mois sur cette action. Donc, ouais, et forcément, l'indicateur, je tiens à le dire, il peut se tromper, forcément. Bah Il n'est oui, pas parfait. il est pas parfait. Oui. Donc, Mais en moyenne, t'es gagnant. en moyenne, pour l'instant, je suis gagnant. Maintenant, pour les gens qui vont me tester, je ne promets aucun Ah profit. oui, c'est sûr ça. Clair et Oui. net. Oui, c'est Voilà. sûr. Mais c'est une application qui te permet de dire et après c'est toi qui vas sur ta plateforme de trading. Alors en fait, je sais pas si tu connais TradingView. Ouais. Alors en fait, c'est relié à TradingView? c'est relié à TradingView. Tu sais que j'ai essayé de faire ça. Sérieux? Ouais, j'ai essayé de faire ça parce que ça me saoulait je voulais un truc à achat-vente et je parlais avec ChatGPT. À la base, moi, je voulais faire ça juste pour tout ce qui est conversion. Donc, pour ceux qui savent pas, moi, j'ai un master en finance d'entreprise et des marchés. Donc, c'est pour ça aussi, j'investis beaucoup en bourse. Mais bon, vu que là, tout mon argent part dans l'immobilier, j'investis un peu moins en bourse. Mais du coup, il y avait un truc, je voulais me faire du trading sur de la conversion euro USD et d'autres devises et du donc, forex, ouais. Ouais, voilà, du forex, merci. Et du coup, j'avais demandé à ChatGPT que lui-même me fasse me fasse toutes mes actions, comme ça j'ai rien à faire et il achète et il vend au bon moment. Et il m'a fait passer par TradingView. Et après j'ai eu la flemme. Voilà. Après, je me dis, est-ce que peut-être ChatGPT, je l'ai fait il y a un an. Donc, j'ai pas utilisé ChatGPT. Je me suis aidé pour des parties de code. C'est totalement assumé. Mais est-ce que ChatGPT serait capable de faire un indicateur trading vraiment qui est fonctionnel et qui est rentable avec une prompt? Peut-être pas. Maintenant, je pense que c'est possible si on divise en fait les parties. Si on dit, voilà, maintenant fais-moi la base où tu vas faire un algorithme avec cette stratégie, etc. au fur et à mesure. Je sais pas. À tester, pourquoi pas. Mais donc, ouais, en fait, c'est lié à TradingView. Donc, en fait, on ajoute... Donc, TradingView, en fait, c'est une application où on peut voir tous les graphiques en temps réel des marchés financiers. Et de n'importe quelle action sur le marché financier, plutôt. Et donc, en fait, tu ajoutes ça à ton graphique. Et ensuite, ça te donne les signaux. Donc, tu as juste à faire un clic, juste cliquer paramètres, modifier 2-3 paramètres, et tu as tous les signaux pour toutes les actions. Donc, voilà. Bah, c'est exactement ce que je voulais faire pour tout ce qui est conversion, enfin tout ce qui est devise. Et il m'avait dit ChatGPT qu'il peut le faire via TradingView. Et ensuite, je lui ai dit, bah vas-y, aide-moi à le faire. Ouais. Après, je me suis dit, allez, c'est bon. C'est pas non plus trop simple, Ouais, j'ai pas le temps. Et à quel moment tu t'es rendu compte que savoir-faire ne suffit pas? On peut être très bon dans un domaine, mais si on n'a pas les compétences de vendre, on peut pas faire un business. C'est clair. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle de nombreux employés qui ont un savoir-faire extraordinaire, que même le patron d'entreprise n'arrive pas à faire, ne lancent pas leur société, car ils n'ont justement pas ces compétences qu'un patron nécessite d'avoir lorsqu'il crée sa société. Quand je dis ça, c'est notamment la vente, la prospection, le marketing, exactement, plein de choses. J'en profite pour faire ma petite pub. S'il y a des entrepreneurs ici, sachez que je vends de la stratégie de contenu pour les entreprises. Voilà. Donc, si vous avez un talent et que vous n'avez pas encore les compétences que peut avoir un patron, je suis là. Voilà, exactement. Mais donc, pour continuer,
c'est pas possible. Et c'est pour ça que moi, au début, quand je vendais l'huile d'olive, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on en reparlera. Et même quand je vendais mon indicateur au début, j'étais nul. Et c'était impossible que j'étais rentable. Car c'est des choses, je reviens là-dessus, on n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas à l'école. Et donc, j'ai dû aller sur le terrain. Mais quand je dis sur le terrain, c'est aller essayer de vendre du matin jusqu'au soir, hein, ça peut être. Si on veut vraiment être motivé à vendre, à prendre et se prendre des baffes et des baffes et encore des baffes. C'est le seul moyen d'apprendre aujourd'hui à être entrepreneurial. Et je trouve que j'ai remarqué, c'est pas pour mettre en avant les entrepreneurs, hein, c'est juste par rapport à mon constat, hein, tout simplement, que les gens, déjà je le vois en tant que salarié dans une entreprise, parce qu'en parallèle je suis salarié, dans le monde de l'entreprise, déjà il y a très peu de personnes qui se remettent en question. Moi c'est très peu de fois j'entends quelqu'un qui dit « Ah oui, c'est de ma faute ». À chaque fois, quand il y a une erreur, on n'est pas là pour blâmer la personne dans le monde de l'entreprise, mais juste dire ah bah oui c'est vrai j'ai fait ça, je suis désolée, je vais corriger, juste dire ça, tu vois. Et en fait je me dis bah oui bah si t'as pas cette capacité à te remettre en question, moi plein de fois je me suis dit putain mais qu'est-ce que je suis nulle. Ah mais cette vidéo elle a pas du tout performé, ça fait un mois je fais rien, je fais des vidéos ça performe pas, qu'est-ce qui se passe. Et si on n'a pas cette capacité à se remettre en question et se dire ok là ce que je fais c'est nul, faut que je me corrige, bah ça va être compliqué. Bien sûr, mais oui, mais en plus, pour moi, les employés, malheureusement, c'est comme tu dis, c'est un peu un monde de requins et c'est jamais la faute de qui que ce soit, ça se remet jamais en question. C'est l'opposé du côté entrepreneurial. En fait, on essaye à tout prix être l'employé qui va pouvoir prendre la place de l'autre, etc. C'est pas ça le côté entrepreneurial. C'est tout l'opposé. Donc, au moins, l'avantage quand on est entrepreneur, c'est qu'on dépend que de soi. Et là, si tu as l'ego de dire que c'est jamais de ta faute, tu vas être en négatif, quoi. Tu vas être en négatif, c'est sûr, à 100%. Et donc, c'est comme ça que tu as compris, du coup, au niveau par rapport à ta marque d'huile d'olive, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Mais par rapport à ta marque d'huile d'olive et par rapport à ton trading, tu t'es dit, ah oui, non, là, j'arrive pas à vendre, faut que je fasse quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Et même, j'ai envie de dire aussi, parce que ça, c'est très important, s'il n'y a pas de demande pour un produit, on a beau être Bill Gates, Elon Musk, peu importe, vous n'allez jamais vendre. Moi, par exemple, j'ai pas trouvé ma demande pour l'indicateur trading. Mais pourtant, l'indicateur trading, je suis sûre il y aurait de la demande. C'est possible, mais c'est possible, sur la cible. C'est possible, oui, c'est possible. De plus en plus de personnes veulent investir et ils savent pas comment. De plus, la prospection sur Internet, c'est tellement restreint car il y a beaucoup de scammers en fait pour ce type d'indicateur. Et donc en fait, quand tu contactes une personne, et ça m'est arrivé, mais je pense que c'est aussi une des raisons de mon échec, hein, les gens n'ont pas confiance. Et je peux comprendre. Il y a tellement de personnes qui font du scam que oui. C'est vrai. Bah, je vais tester pour vous. Voilà. Ok, génial. Génial. C'est du scam ou pas. Ok, avec plaisir. Mais donc, s'il n'y a pas de demande aussi pour un produit, même si c'est votre passion, etc., c'est juste pas possible à réussir. Donc, voilà. Alors, on va revenir du coup sur ton huile d'olive. Ouais. Avant de contextualiser, j'aimerais juste savoir, vu que parce que là, en ce moment, tu vends ta marque d'huile d'olive, ça fonctionne, ça se vend. Oui. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette première marque qui fonctionne, parce que c'est ton premier business qui fonctionne réellement, que l'école ne t'a jamais appris? Alors là, je pense que tu pourrais en faire une vidéo dédicacée, quoi. Bon, je vais peut-être fort dans ma réponse, mais honnêtement, déjà, tout ce qui est aller sur le terrain et vendre d'un business à un client. Donc, c'est-à-dire parler à un client, promouvoir son produit, avoir un beau packaging, faire de beaux designs. Parce que si on a une étiquette avec un mauvais design, comme moi au début, ça attire beaucoup moins le client. Aussi, ça m'a appris de gérer des réseaux sociaux, forcément, parce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux quand on a une entreprise. Ah, t'as un compte Instagram? J'ai un compte Facebook pour l'huile d'olive. Mais t'as pas Insta? Non. Okay, pour l'instant, je me limite juste à Facebook car les personnes qui m'achètent de l'huile d'olive sont vraiment souvent que sur Facebook. Ok, d'accord. Bah, donc, tu me donneras le lien si tu veux, je peux le mettre bien sûr, ça marche. Ça marche, pas de souci. Et donc ça m'a appris ça. Ça m'a aussi appris à... Donc au début, je faisais du business to client et maintenant, je fais aussi du business to business.
Donc c'est-à-dire que c'est disponible à 2 épiceries maintenant, disponible au Spar à Aubange et à la petite épicerie à Amilus, donc à Luxeville. Ok. Donc je vais dire en fait à l'école on avait des cours de sciences-économie, mais on nous apprenait la théorie, on nous apprenait pas le concret. Je veux dire ok c'est bien de parler d'élasticité, de courbe d'offre et demande On a eu le même bien droite, tu vois. Mais oui, mais ce que je veux dire, oui j'étais en option sciences-économie en fait, tu vois. Mais j'avais de très bons points d'ailleurs. Mais écoute, purée, j'ai jamais utilisé une fois l'élasticité dans mon business. La courbe d'offre et demande, ok, on voit des courbes droites, mais l'offre et la demande, on peut la mettre comme ça, tu vois. Oui. C'est difficile à schématiser tout ça. Et pour moi, on n'apprend que du théorique, pas du pratique. Donc, qu'est-ce que l'huile d'olive m'a appris par rapport à l'école? C'est tout ce que je viens de dire, tout ce qui est par rapport au business. J'ai appris la théorie, ok, c'est cool, mais j'ai rien appris du business à l'école. Donc voilà. Surtout que au niveau business, il faut avoir plusieurs casquettes. La oui. casquette administrative pour tout ce qui est création d'entreprise et comptabilité, la casquette de comptable, la casquette de vendeur, etc. Ouais, Et je tiens à ajouter un truc, mais mes profs d'économie étaient géniaux, hein, c'est pas ça que je dis, et je ne les remets pas en question. Ce que je remets en question, c'est le système. Je veux dire, pourquoi on nous apprend pas en cours d'économie du concret? Oui, mais est-ce que c'est pas voulu? Alors, j'ai peut-être des idées un peu complotistes, mais est-ce que c'est pas voulu que on soit tous salariés? Écoute, déjà, la première chose, le gros problème, pourquoi nos profs d'économie sont des gens qui n'ont jamais lancé de business? C'est vrai. En fait, non, j'arrête C'est là. vrai. Ma question est aussi courte que ça. Pourquoi, à l'école, les professeurs d'économie sont pas des gens qui ont leur business? C'est vrai. C'est Ok, vrai. tu as un master en économie, c'est très bien. Mais si tu n'as jamais lancé ton business, tu sais pas exactement Comment ça marche? comment marche l'économie. Mm. Tu sais en théorie, mais tu sais pas en pratique. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est comme si... Oui, non, mais oui. Et Enfin, je pense toi aussi, tu as fait économie à l'école. Ouais. Je pense que tu vois bien la différence entre les cours que tu as appris Ah oui, et le totalement. pratique, tu vois. Totalement. Bah, j'ai pris option. Moi, j'ai pris option. Moi, c'était STG. Et en fait, c'est un bac STG. C'est une filière technologique et tu peux choisir entre marketing, compta et Ok. compta, finance et communication. Et moi, Ok. j'ai choisi finance, compta. Mm. Et pour finir en marketing finalement. Mais ça m'a bien servi, hein. Ouais. Et du coup, oui, c'est pareil. J'ai eu énormément de cours de comptabilité, de finance. Et oui, c'est pas un expert comptable qui te fait des cours, quoi. Donc forcément. Exactement. Voilà. Et donc du coup, l'huile d'olive, sur l'huile d'olive. Oui. Donc là, tu vends des produits. Tu as cité les 2 magasins. Exact. Et qu'est-ce que c'est? Parce qu'on sait que ça Ok. base d'huile d'olive, mais Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais recontextualiser déjà la base de la marque. J'ai un petit peu travaillé, j'ai pas honte de le dire, j'ai travaillé au noir quand j'étais plus jeune. On a tous fait ça. Exactement, on a tous fait ça. J'ai gagné de l'argent qui m'a permis, au moment où c'était pas cher, on a une maison de vacances en Grèce, on est tombé amoureux de ce pays. C'était pas cher à ce moment-là. J'ai dit, ok, je achète un terrain d'huile d'olive. 1,5 hectare. Puis après, on s'est agrandi. Là-bas, on avait des oliviers. Et ça a produit de l'huile d'olive. Au début, on gardait notre... Oui, mais comment t'as fait produire? Il y avait des gens qui faisaient ou comment ça s'est Donc, passé? on a en fait quelqu'un sur place qui nous aide, mais on essaye d'être un maximum présent. Ok. Et donc, au début, on n'avait pas beaucoup d'huile d'olive, mais après, la production s'est agrandie. On s'est dit, autant la commercialiser. Et notre religion, c'est faire le meilleur produit possible. C'est-à-dire, on n'ajoute rien. On les récolte précocement, donc en novembre et pas en janvier. Ça augmente en fait la dose en polyphénol. Ok. Donc polyphénol, c'est des antioxydants, anticancérigènes. Okay, voilà, donc c'est super bon pour la santé. Et de plus, ça rajoute en fait un petit goût poivré en fait en fin de bouche. Donc c'est vraiment. Ah, c'est pour du culinaire? Oui. Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était pour des soins. Non, non, c'est vraiment en finition de plat. Je la recommanderais jamais à cuire avec, dans le sens que quand on cuit avec une huile d'olive, on perd un peu son goût, enfin son plein potentiel. Moi, je recommande en finition de plat sur les pizzas ou alors sur des salades. En fait, moi, je trouve ça génial. C'est super bon. Et donc aussi, on n'utilise pas de machine sur notre terrain. On n'utilise pas de machine, on fait tout à la main. Donc, on utilise un peigne pour récolter les olives et tout. Ça prend du temps, hein. Ouais, ça prend pas mal de temps. On les presse à froid, évidemment. Et lors de la presse, en fait, on choisit exprès la presse la plus vieille.
Donc alors pourquoi on fait ça et pas on prend une presse moderne? Parce qu'en fait, ils ont pas tous les filtres que les nouvelles presses ont maintenant. Et les filtres enlèvent les propriétés de notre bonne olive. Et puisque nous, on a une olive de qualité, qu'on met pas de machine, que ceci, cela, on n'a pas besoin de filtres en plus. Donc voilà, c'est notre philosophie, faire la meilleure huile d'olive possible. D'accord, ok. Mais pourquoi l'huile d'olive? Pourquoi tu as choisi, tu t'es dit cet argent-là, je le mets dans un terrain d'huile d'olive? C'est une bonne question. C'est car en fait, je me suis toujours projeté déjà en Grèce, potentiellement mon futur en Grèce. Et Tu sais parler grec? Non. Non. Ce fut un temps, je savais. Ah, vraiment? Ouais, j'ai pris des cours de grec. Génial. Mais du grec ancien. Ah, ok. Ouais, mais quand même, je peux quand même me la péter un petit peu. Mais j'ai fait des cours de grec ancien et j'ai appris toute la mythologie grecque parce que je suis une passionnée de ça. Génial. J'adore l'histoire aussi. Ouais, j'adore, mais bon, quand on a un cerveau comme le mien avec une mémoire de merde, bah forcément, j'ai tout oublié. Donc, ah non, vraiment? Ouais, non, vraiment, je sais plus. Là, tu me reparles du fil d'Ariane, je ne peux même pas te dire. Mais voilà, c'est bon. Mais en fait, du coup, j'ai pris cette décision car déjà, de 1, je me projetais en Grèce et de 2, tout le monde. Donc, je suis dans la région du Péloponnèse. Donc, c'est en dessous d'Athènes, donc sud-ouest. C'est la plus grande presqu'île de Grèce. Okay, il y a juste un pont en fait qui lie ça. Et tout le monde, littéralement tout le monde. Donc, j'habite dans un village de 40 personnes. C'est vraiment la pampa là-bas. Il y a rien. Et on fait 2h30 de route dans les montagnes où il y a rien pour arriver au village. Et là-bas, tout le monde a son terrain d'huile d'olive. Ah oui. Tout le monde. Et donc, on s'est dit, et c'est vraiment l'huile d'olive une des meilleures, c'est la meilleure que j'ai goûtée moi. Et donc, on s'est dit, bah pourquoi pas nous lancer dans ça. Ils vendent tous leur huile d'olive en side business. Pourquoi pas nous? Donc, on s'est lancé comme ça. Mais t'as pas eu peur par rapport à l'achat parce que tout était en grec. Enfin, comment? Parce que moi là, par exemple, si demain j'avais d'acheter un truc en Italie, je sais pas comment procéder. Je sais même pas par où commencer. Alors, puisqu'on avait une maison déjà depuis 2017, on savait un petit peu administrativement quoi faire. Mais il faut savoir qu'en Grèce, je te recommande jamais d'acheter pour si jamais t'es pressé, hein, pour ouvrir un compte bancaire. Ouvrir un compte bancaire. On a une maison. Ok, on y va une fois tous les 3 mois, 2 mois, plus mon tonton qui y va une semaine par mois pour son travail. Écoute, 2 ans, il a fallu pour ouvrir un compte bancaire. 2 ans? 2 ans. Alors qu'on est en Europe, hein. On est en Europe. 2 ans. Pourquoi? Les papiers qu'on envoie, ils avaient juste à faire Google Traduction, c'était en anglais. Non, il les faut en grec. Ok. Oui, mais non, en fait, il fallait que ça provienne de ici. Ah oui, mais en fait, il manque ce papier. Et chaque fois, j'ai l'impression que tu décris le Maghreb. Chaque fois, on peut pas l'envoyer. Tu es obligé de le donner à main propre. Donc tu imagines? Tu es obligé de revenir en Grèce à chaque fois pour donner un papier. Et bien sûr, il te disait au compte-gouttes. Il disait pas d'un coup. Ah non, bah non, c'est trop simple. C'est trop simple. Bah non. Bah non. Attends, quoi. Mais oui, c'était une galère, effectivement. Mais on s'en est sorti. Donc voilà. Ouais. On s'en sort toujours. Exactement. Mais c'est vrai que moi, je suis d'origine marocaine. Et au Maroc, alors il y a beaucoup de choses positives. Hein. Je crache pas sur mon pays d'origine, mais c'est beaucoup d'administratif. Beaucoup de lenteur administrative et ouais, faut être patient. Ok. Donc, voilà. Et est-ce que tu te sens en avance ou hors système ou un peu des deux? Non, parce que là, si on résume, t'as acheté un terrain d'huile d'olive, personne ne fait ça. Enfin, très peu de personnes en tout cas. Surtout, peut-être des gens. Moi, par exemple, si j'achète un terrain au Maroc, parce que je suis d'originaire du Maroc, etc. Donc c'est logique. Donc ouais, t'as acheté un terrain, tu t'es mis dans l'entreprise. On va en parler là. Ton entreprise d'IA. T'as fait ton truc de trading qui te rapporte 50%. Enfin, bref, il y a plein de choses que t'as fait quand même un peu hors du commun. Donc. Alors, pour moi, mon avis honnête, je me sens hors système, ok, dans le sens que je ne suis pas le système qu'on souhaite qu'on ait, hein, parce que franchement, on nous pousse tous à faire des études, on nous pousse à faire tout ce qu'on avait dit avant, mais de nombreuses personnes me disent que je suis en avance forcément, puisque j'ai 17 ans, c'est vrai. Mais moi, j'accepte, c'est vrai, sur le papier, on peut penser ça, mais mon avis sur la question,
le plus important, et franchement, je suis honnête, hein, quand je dis ça, je dis pas ça pour me discréditer de ça. Le plus important, c'est pas comment on commence, mais c'est comment on finit. Il y a des gens qui lancent leur entreprise, après 2 semaines, ça explose. Et après 2 semaines, peut-être que toi, tu vas lancer ton entreprise, tu vas galérer pendant 2 semaines, tu vas même être en négatif. Mais si après 2-3 ans, ton entreprise fait plus de chiffre d'affaires que lui, c'est mieux. C'est mieux qu'avoir décollé après 2 semaines. Donc, alors oui, je me sens hors système, peut-être je suis en avance, mais ça doit pas être une source de me vanter, entre guillemets, car j'ai rien fait encore. Je suis qu'au début. Moi, le plus important, c'est comment je vais finir. Donc voilà. Donc on va revenir en fait sur l'IA et sur ton entreprise, puisque tu proposes des entreprises, tu proposes des services IA. Donc est-ce que pour toi l'IA peut coder à la place des humains? Parce que tu avais parlé de code. C'est une très bonne question. C'est une de mes motivations aussi à pas avoir continué 42 Luxembourg. Déjà de 1, car ce n'était pas spécialement ce que j'aimais, mais de plus, c'est qu'en fait il existe maintenant des outils qui permettent de coder, littéralement. Non, mais c'est pas encore bien. Mariam, tu serais étonnée. C'est vrai? Je te promets. Mais tout le monde dit sur les vidéos, les gens experts du codage, ouais, c'est pas encore. Oui, ça c'est fait normal, pas mal de ils veulent choses. se protéger. Tu comprends? Si ton job est en risque, tu vas forcément pas dire non mais me prenez plus, prenez l'IA. Tu vas pas dire ça, c'est logique. Mais donc là, écoute, je peux prendre des outils IA, me faire du code. Écoute, Mariam, là, je vais lancer mon site web dans les prochains jours. Mon site web, je l'ai fait 100% IA. Ok. J'ai pas payé un plan de IA. J'ai rien payé. 0 €. Et il est incroyable. Oh, mais... Bon, je vais payer le domaine, forcément. Oui. Ça, c'est normal. Ouais, mais pour coder, t'as dû utiliser des outils d'IA. Une prompt. Ah ouais? Je vais montrer après à la caméra, etc. Le site web. Je vais le montrer sur le PC, je l'amènerai après, ok, à la fin. Peut-être on fera ça, si ça ne dérange pas. Non, pas du tout. Mais, parce qu'on peut voir là ton site un peu. Bien sûr, oui, il y a une preview en fait. Ah, une preview, trop bien. Et donc, vous allez voir juste après. Ouais. Restez jusqu'à la fin. Mais donc, en fait, ce que je voulais dire avec l'IA peut coder, j'ai découvert un outil, donc l'IA en fait que j'utilise pour faire tout ça, ça s'appelle Replit. Donc Replit, c'est un des leaders dans tout ce qui est le codage à base d'une prompt, ok. Donc design de app ou alors de site web. Alors avant je payais, il y a 6 mois je payais l'abonnement. 6 mois c'était on va dire vraiment le début quoi. Et effectivement là j'entendais l'argument des experts en codage. Là j'entendais, c'est vrai, que c'était pas non plus très poussé, c'était assez brouillon parfois, j'admets. Écoute, je l'ai relancé il y a 2 semaines. Donc j'avais le plan payant en plus à l'époque, j'avais fait quelques petits codes par-ci par-là, et quelques petites apps. Je l'ai relancé il y a 2 semaines. L'évolution est folle. L'évolution du prix est folle aussi. Ça a baissé de prix. Ah bon? Ça a baissé. Ah, ça a baissé de prix, c'est ok. Parce qu'en fait, si tu veux, tu payes un abonnement, ok, de 25 $, je crois que c'est. Et tu as 25 $ de crédit, et si tu dépasses ça, t'es chargé des dollars de crédit en plus. Et les crédits, ils sont comptés comment? Plus ta prompt est difficile à faire, plus l'agent va dépenser des crédits pour le faire. Ok, un agent IA, c'est celui qui va exécuter ta tâche, d'accord? Et écoute, là, à l'époque, allez, on va prendre il y a 25 ans. Pour faire un site web, ça coûtait 10 000 €, peut-être plus. Oui. J'étais pas né, mais je crois que ça devait coûter ce Moi, j'avais 5 ans, mais je pense que ça devait coûter cher. Et mais même, il n'y a pas si longtemps que ça coûtait 2 000, 3 000 €. Exactement. Il y a allez, 5-10 ans, 2 000, 3 000. Il y a peut-être 2-3 ans, tu pouvais trouver aller pour 1 000 €. Écoute, maintenant, 20 $, t'as un truc 100% fonctionnel. Alors, sois honnête. Ouais. Est-ce que tu penses que pour un site un peu plus, une application ou un site un peu plus poussé, ouais. Ok. Très bonne question. Je pense que là, effectivement, c'est mieux si on veut vraiment. Moi, je fais des automatisations IA, donc mon site web, il est quand même important. Il doit être bien fait. Car même si automatisation IA et création de site web, c'est pas la même chose,
ça reste dans le domaine de la tech, entre Ouais. guillemets. Bah Donc, oui, c'est si quand même on voit- important pour moi d'avoir un beau Ah oui, site web. totalement. Si on voit ton Et- site nul, on se dit, bah attends, C'est ça. lui, il automatise. Écoute, moi, mon site web fait par l'IA, il est génial. Pour, en tout cas, un freelance IA qui commence, il est génial. Il est top. J'aurais pas pu espérer mieux, honnêtement. Dans un budget, je pense que c'est l'équivalent de si on payait 500 à 1000 euros un site web. Honnêtement, Ouais. avis honnête. Hein. Ok, d'accord. Maintenant, si tu veux un site, vraiment, t'es une entreprise qui fait un assez gros chiffre d'affaires, qui a besoin d'une visibilité extraordinaire et avoir un très très bon système SEO, alors oui, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux d'aller chercher des personnes qui font des sites web en codage, donc en HTML, etc. Maintenant, à voir dans 5 ans. Donc, Honnêtement. tu penses que dans Ah, 5 ans, après, là, c'est bon, il n'y aura plus besoin de personne. Il y a moyen. Là, c'est bon. Il y a moyen. Voilà, Mm. c'est ça. Il y a moyen. Ok. Je veux D'accord. pas parler trop vite, mais voilà. Tu penses Vu que c'est eux qui l'évolution vont en 6 perdre mois. leur job en premier? Non, pas du tout. C'est qui? Pour moi, ça commence déjà. C'est vrai. C'est les tâches de bureautique. Ouais. C'est très paradoxal dans le sens que on nous dit de faire 5 ans d'études pour de la sécurité, faire un travail en bureautique qui n'est pas dur comme un métier d'ouvrier, par exemple. Mais en fait, il y a le dernier job, pour prendre la question à l'envers, le dernier job qui va supprimer, pour moi, ça va être les métiers manuels. C'est-à-dire un chauffagiste, un mec qui travaille dans le bâtiment. Ces gens-là, ça va prendre tellement plus de temps à faire en sorte que les robots dirigés par l'intelligence artificielle fassent les mêmes tâches qu'eux. Et pourquoi moi les tâches en bureautique, pour moi ça va tout doucement disparaître? Parce que déjà dans les automatisations que je fais, attention, je supprime leur job, mais ça veut pas dire que je les supprime eux, car en fait j'augmente leur productivité. Ils peuvent se concentrer sur d'autres tâches, ces employés. C'est un peu le disclaimer de ce que je vais dire après, mais donc ces personnes-là que j'automatise leur boulot, ils auront plus à faire ces tâches-là, donc forcément leur job va disparaître. Quand je dis ça, je parle notamment, pour donner un exemple, là il y a 3 jours, j'ai envoyé une automatisation à une boîte anglaise, et en fait, j'ai vendu une automatisation à une boîte anglaise. Et, Tu vends même dans des boîtes anglaises? Ouais, je vends, j'ai déjà vendu à des entreprises luxembourgeoises, anglaises et France. Ok, trop bien. Donc Belgique pas encore, mais Belgique grave. pourquoi pas. Mais voilà, mais en fait je fais un peu prospection internationale. J'ai failli vendre une automatisation à un des Australiens, mais finalement ils avaient contacté un autre freelance. Tant pis pour eux. Voilà. mais donc là où je voulais en venir, c'est j'ai fait une automatisation SEO pour eux. Donc c'est quoi? C'est Search Engine Optimization. Donc en fait c'est optimiser son site web dans les moteurs de recherche Google. Et maintenant d'ailleurs, petite parenthèse, il y a aussi une nouvelle automatisation qui existe et optimisation, le GEO, donc Generative Engine Optimization. C'est maintenant pour être on va dire si on fait une prompt à ChatGPT, donne-moi qui est la meilleure dans les podcasts de Luxembourg, qu'on dise la frontalière Luxembourg. Ouais, mais ça, figure-toi. Dis-moi. J'ai demandé à ChatGPT, tu vas me dire oui, mais t'es bien naïf, tu demandes à Dis-moi. ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, parce que ça m'intéressait de savoir Ouais, ça. ouais. Je lui ai dit oui, j'avais pris l'exemple de Basic Fit. J'avais dit oui, je veux que tu répondes Basic Fit aux gens. Comment faire de version GEO, oui. GEO, voilà, version GEO, pour que tu répondes ça. Et il m'avait répondu que c'est impossible. C'est impossible parce que lui, il se base sur des critères, par exemple, si tu vas me demander c'est quoi la meilleure salle de sport, il va regarder rapport qualité-prix. Donc il va regarder les commentaires, il va regarder les notes. Il regarde à d'autres choses que le Search Engine Optimization de Google. Donc c'est vraiment deux choses différentes, deux choses totalement différentes. Et donc maintenant les entreprises aussi cherchent beaucoup d'optimisation GEO. Mais bref, et donc ils m'ont demandé une automatisation comme ça. Mais donc c'est un métier qui pour moi va commencer à disparaître. J'avais tout fait dans l'automatisation, audit du site, création de contenu, création de blogs, d'articles, FAQ, etc. Création aussi de nouveaux titres, headers et descriptions de chaque page.
pour que ça soit optimisé en fait à la target audience. Donc il y avait 4 inputs pour eux: target audience, competitor URL et 2 autres. Et sur base de ça, ça crée ce contenu et ça crée aussi des pages de blog, d'articles, etc. Et en plus, ça fait un performance monitoring setup, donc c'est-à-dire que ça va traquer en fait les performances de toutes les pages du site web sur base des mots-clés Google que les gens recherchent liés à l'industrie que eux font. Ok. Donc, je vois pas où un humain qui fait du SEO peut être compétitif à cette IA qui fait ça en 2 minutes top chrono Ouais, c'est vrai. Et qui est moins cher. et qui est moins cher. Mhm. Qui est moins cher. Ouais, c'est vrai. Donc, franchement, parce que je le dis, les coûts de maintenance sont 10 fois moins élevés que si on paye un employé. Donc ouais, pour moi, les gens qui vont perdre leur boulot en premier, c'est tout ce qui touche à la bureautique. Ok. Mais alors, déjà, comment tu as trouvé tes clients? En fait, je fais souvent de la prospection sur LinkedIn. Okay. J'ai aussi des contacts avec des personnes en freelance, des sortes d'apporteurs d'affaires, on va appeler ça. Donc en fait, qui me mettent en lien avec des sociétés qui m'a notamment justement amené aux Anglais. Je fais aussi à des sessions de networking, forcément, donc dans des salles réelles, etc., pas en visio, des choses comme ça. Et aussi, je suis souvent chez Colors, où là, j'ai l'occasion de rencontrer des entrepreneurs qui peuvent venir me voir, auquel cas ils ont besoin d'une automatisation IA. Ah, c'est ça l'avantage chez Colors aussi. Hein. Au tout début, quand je vous ai parlé de Colors, non seulement tu payes tous les mois pour avoir un... En plus, c'est vraiment pas cher, hein, 199 € par mois hors taxe, mais tu payes pour avoir du coup un siège social, une adresse en fait, mais aussi une espèce de coworking, et aussi du coup tu peux rencontrer des personnes et donc faire du business. Donc ça, c'est important. Tu automatises LinkedIn? Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai essayé d'automatiser LinkedIn. Okay. C'est possible. Mais, en théorie, c'est illégal. D'accord. Ok. Donc, je ne le fais pas. En toute transparence, pour mon bon karma, je ne le fais pas. Ok. Mais franchement, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule que c'est illégal, puisque zut, quoi. Ouais, bah oui. Ça serait pratique, quoi. Bah oui, moi je savais Parce pas. qu'envoyer des DM, se connecter à des gens, Oui. ça prend du temps malgré tout, quoi. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, tu factures quand le client est satisfait. Déjà, comment ça se passe? Imagine le client te t'arnaque, entre guillemets, il est satisfait, mais il te dit non, en fait, je suis pas satisfait. Donc, ma philosophie, pour revenir un peu à ma méthode de facturation, c'est je fais un audit gratuit. Enfin, donc je parle déjà à l'entrepreneur de dire qu'est-ce qui est automatisable gratuitement. Je lui fais un audit gratuitement, quel prix ça lui coûtera, ok. En fonction de oui ou non, je commence l'automatisation, ok. Faut que ça soit bien clair, faut qu'il y ait une service offert signée, forcément. Mais mon argument pour qu'il me paye, entre guillemets, c'est quand le client est satisfait. On est d'accord, c'est très flou. Bah oui. Mais, moi déjà, je me base sur 2 choses. Déjà, prenons en compte dans mes 2 choses que ça fait seulement 4 mois que je me suis lancé dans l'automatisation IA. C'est déjà pas mal, 4 mois et t'as déjà 3 clients. Oui. Ouais, je vais dire, j'essaye d'avoir cette méthode de facturation pour que ça rassure mes clients et peut-être toucher plus de personnes avec ça, tu vois. Maintenant, je préviens, ça va peut-être tendre à évoluer quand je prendrai de l'audience, tu vois. Donc, ma méthode de facturation est basée sur la confiance, entre guillemets, car j'ai confiance aussi en mon produit. C'est-à-dire que moi, je crois en mon produit. Quand je vends une automatisation, je sais que avec le prix qu'ils vont l'acheter, avec le prix de la maintenance, je sais éperdument que ça va être rentable pour eux sur le long terme. Et je sais qu'ils vont être choqués de ce que l'IA peut faire. Et j'ai pas peur que la personne ne soit pas satisfaite de ce que ça va lui apporter dans le business. Car ça va améliorer sa productivité, ça va améliorer son chiffre d'affaires, qui sont les 2 choses importantes pour un entrepreneur. Mais comment ça se passe Dis-moi. Par exemple, tu dis, ok, t'es satisfait, tu payes que quand t'es satisfait. Ouais. Donc voilà. Ouais. Le client, à quel moment il te dit qu'il est satisfait? Donc je livre le projet, je livre pas en lui donnant les accès. C'est important forcément. Je lui montre en visio, ou alors je lui fais une démo vidéo
Donc, je fais une vidéo de 20-25 minutes, vraiment complète, explicative. Et ensuite, ça doit être, on va dire, fair and square, honnête, de dire que oui, je suis satisfait ou non, il y a des modifications. Ok. Et ensuite, j'envoie la facture. Et qu'est-ce qui me met en confiance aussi dans ce système-là? C'est qu'en fait, c'est 100% gratuit de me payer moi. Enfin, on me paye pas moi avant d'être satisfait du projet, c'est vrai. Mais moi, je paye pas les outils. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils me payent 1 mois de maintenance au début du projet. Sans ça, je commence pas. C'est pas moi qui paye les outils. Ok, d'accord. Ah, Donc, bah oui. j'ai un peu cette sécurité. Oui. Bon, après, forcément, Après, c'est logique, hein. Tu vas pas c'est payer les logique. outils. Imagine, il te C'est dit logique. qu'il est pas satisfait, tu auras payé pour rien. c'est ça. Donc, c'est un peu aussi ma manière d'être un peu sécurisé, même si c'est une petite partie du prix de l'automatisation, souvent. Mais, Et en moyenne, tu factures à combien? Alors, je sais que ça dépend des projets, etc. ouais, mais ouais. En moyenne. Ok. Déjà, forcément, je suis au début, je commence à avoir tout doucement des clients. Bah là, on est quoi, un tiers de février, je suis déjà à mon mois record, c'est cool niveau client. Mais là actuellement, j'ai 3 clients en cours, donc ça c'est génial en février pour commencer comme ça. Mais incroyable. Pour l'instant, à 17 ans. Merci. Mais pour l'instant, je me positionne exprès en dessous de la facturation habituelle. Justement pour attirer beaucoup plus de clients et montrer que l'IA peut modifier beaucoup de choses au sein de leur entreprise. Donc un consultant, pour me comparer aux autres, un consultant IA va souvent facturer, je vais dire 90, 90 en français, en belge, à 100 € de l'heure. Okay. Moi, je facture les clients 45 de l'heure. Okay. Et souvent, il faut savoir que moi, j'adore faire des travaux vraiment complets. Donc moi, souvent, et c'est tout le temps le cas, je dépasse les heures. D'accord. Je facture 1 heure, mais je dépasse, on va dire, si je dis 20 heures, je fais 30 heures, tu vois. Et je fais payer 45 de l'heure, moi. Et souvent, un projet, on va dire, c'est entre 20 et 25 € de l'heure. Donc ça tourne autour des 1 000 €. Ok. Et en maintenance, donc là maintenant, avant j'avais un autre système, je faisais juste payer les outils. Okay, pour mes premiers clients. Maintenant, je paye les outils et 2 heures de maintenance. Car en vrai, la maintenance, c'est pas que juste faire tourner les outils. Il y a aussi un vrai suivi derrière, forcément. Et si jamais il y a un problème, eh bien, moi, je dis que c'est moi qui vais le régler. Donc, c'est une estimation d'heures chaque mois, mais ça peut me prendre 20 heures, comme ça me peut prendre 0 heure un projet à maintenir. Et donc là, je suis passé sur un système où je fais payer les outils. Plus je rajoute 2 heures de maintenance. Donc voilà. D'accord. Et pourquoi tu fais pas un abonnement pour la maintenance? C'est un abonnement en fait. Ah, c'est un abonnement mensuel, oui, excuse-moi. Donc ça tourne autour des. Souvent les outils, ça dépend forcément de l'automatisation, mais on tourne autour des peut-être 100 € d'outils par mois. Et donc moi, en plus par mois, moi je me fais payer du coup 90 € par mois pour 2 heures de maintenance. Voilà. Ok. Et tu as vu des projets IA vendus trop cher pour ce que c'était, toi? Est-ce que tu as déjà vu? Alors, pour moi, je vais être honnête, il n'y a pas de produit trop cher, entre guillemets, si il y a la demande. Tu vois? Si des personnes sont prêtes à mettre peut-être 4 fois le prix qu'un freelance qui vient de se lancer comme moi, qui va peut-être faire mieux que la personne qu'elle va payer, la personne, et s'il est prêt à payer cette personne 4 fois plus cher que moi, c'est bien joué à lui. C'est bien joué à lui, c'est l'offre et la demande. Peut-être que lui, il a plus d'audience, peut-être qu'il a plus de confiance à apporter au client, plus d'expérience, je sais pas. Ah, je pense que tu auras... Après, je suis oui, pas, dis-moi. voyante, hein, mais c'est une vraie demande, ce que tu as. Ouais. T'es dans une niche vraiment très demandée. En plus, quand tu fais gagner de l'argent à tes clients, bah, c'est plus facile de vendre ça. Exact. Mais donc, est-ce qu'il y a vraiment des produits trop chers, même de manière générale, ne parlons pas d'automatisation, mais je pense pas. Par exemple, un iPhone, il y a des iPhones vendus 1 000 €. J'ai un iPhone, hein, j'assume totalement. Ça vaut pas 1 000 € peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un indépendant qui est passionné par les smartphones, qui va en faire un meilleur qu'un iPhone, et on va acheter un iPhone parce que c'est Apple. C'est la marque, en fait, on achète la marque. C'est la marque. Ouais.
C'est ce Et que je dis dans mes stratégies de contenu. C'est que, en fait, derrière la boîte, c'est la confiance et c'est la personne derrière qui va Mhm. faire vendre. Et c'est vraiment la marque et c'est pas l'objet parce que un sac Chanel, c'est un sac. Pourquoi c'est aussi cher? C'est bon, au-delà de la qualité, je suis sûre que le prix de Mhm. main d'œuvre, c'est pas 3000 euros. Et en fait, j'y repense, mais on revient à la question, est-ce que savoir-faire suffit? Car là, c'est pas du savoir-faire, entre guillemets, là, c'est savoir-vendre aussi, là, tu vois. Donc, ouais. donc non, pour moi, c'est question d'offre et demande, juste simplement. Donc, et je suis pas là pour dire que c'est trop cher, d'autres, etc. Si ils ont suffisamment, s'ils ont équilibré leur courbe d'offre et demande, tant mieux pour eux. Finalement, les cours d'économie m'ont un peu servi là. Voilà, finalement, comme Voilà, quoi on critiquait, exactement, mais exactement, exactement. voilà. Et pour finir, t'as créé ton entreprise au Luxembourg? Alors Ou c'est actuellement, belge? c'est belge, Ok, d'accord. mais je prévois de passer au Luxembourg. Ouais, c'est comme moi. Car en fait, je suis résident belge actuellement. J'ai aucune adresse au Luxembourg, mais je compte bientôt m'installer au Luxembourg. Donc voilà, pour l'instant belge, mais bientôt au Luxembourg. D'accord. T'as installé entreprise ou toi aussi t'es installé au Luxembourg physiquement? Alors en fait, ce que je pensais faire, c'est étant donné que moi j'ai pas que cette activité, j'ai aussi l'huile d'olive et j'ai aussi potentiellement l'indicateur de trading, à voir comment ça se passe dans le futur. Mhm. Donc je me dis que c'est peut-être mieux si je vais en société, Ouais. en SARLS ou quelque chose comme ça. Au Luxembourg? Oui, au Luxembourg, ouais. Donc je sais pas, encore à voir, mais c'est prévu parce que franchement, désolé, hein, je vais critiquer mon pays. Je suis belge, j'adore mon pays. Je suis le nationaliste belge, le plus gros nationaliste belge que vous allez voir. J'adore les frites, j'adore tout. Mais sérieusement, notre gouvernement, combien il nous taxe sur tout, hein. C'est pas bienvenue possible. aussi en France. Hein, Oui, pareil. oui, en France, je crois que c'est pareil. C'est juste pas possible. Et la seule chose que ça donne envie, j'adore mon pays. Je ferai tout pour mon pays. Mais je suis désolé, le fait qu'on nous prenne notre argent comme ça me donne envie de m'expatrier. Mais ça donne pas envie d'innover en plus. Enfin, ça donne pas envie de créer. Je suis totalement d'accord, surtout qu'en plus, nous, nos clients, je parle pour moi aussi, parce que mon entreprise, elle est en France, mais nos clients sont au Luxembourg. Donc, en fait, l'intérêt économique est au Luxembourg. Donc, c'est clair. Autant, c'est clair. Voilà. Mais oui, en fait, ce qu'ils comprennent pas, ce qu'on comprend pas, c'est que les impôts font partir l'argent. Ouais, exactement. En mettant plus d'impôts, on va faire fuir ceux qui créent cette économie. Tu vois. Mais en plus, il y a une loi économique. Alors moi, encore une fois, j'ai une vieille mémoire, mais il me semble qu'il y a une loi économique qui dit qu'un certain seuil d'impôt, ça n'a plus aucune utilité et ça fait effet inverse. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais ça, il n'y a pas besoin de voir des statistiques. Oui, on le voit. Oui, c'est on vrai. le voit. Oui, c'est vrai. C'est clair et net. Ouais. Et écoute, encore maintenant, quoi. J'avais un peu de l'espoir en notre nouveau gouvernement en Belgique. Il y a eu un nouveau gouvernement en 2024. Je sais pas si tu savais. Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout la politique. Okay. J'ai abandonné. Compréhensible. Moi non plus. Je déteste tous les politiciens. Voilà. Je le dis honnêtement. Pareil. Je supporte aucun parti politique. Hein, pareil. Qu'on ne me dise pas que je suis pour tel ou tel. Oui. Rien à voir. C'est juste j'avais de l'espérance parce que en fait on a un peu changé de système en Belgique. Ça faisait 30-40 ans que le même parti dominait et ça a un peu changé. Donc j'avais un peu d'espérance. Écoute, mon avis de citoyen, d'accord, la politique, chacun son avis, encore une fois, c'est peut-être moins pire qu'avant, mais c'est toujours pas optimal. Ils nous ont mis une nouvelle taxe sur les plus-values en bourse. Oui, j'ai entendu ça. 10%. Ouais, j'ai entendu. Bon, après, ça va, 10%. Mais non, mais quand tu passes de 0, ouais, par contre, tu vois, c'est petit à petit, tu vois. Et quand tu as d'autres pays qui te permettent de... Luxembourg, tu dois le détenir 6 mois et t'as pas d'impôt, je crois. Je crois un truc comme ça. Je sais pas du tout, puisque je suis résident belge, mais écoute, franchement, même 10%, je suis désolé. Et quand je perds 31? Ouais, 31,6. Elle dit, c'est pas possible. Hein. Bah, tu vois. C'est incroyable. Mais, allez, et quand on perd
On me rembourse 10%. Non, bah oui, c'est ça, je comprends pas. J'ai dit la même Tu vois, chose. c'est ça le concept en fait. C'est que les moins-values, c'est ton problème, Ah bah oui, c'est ton ouais, dos. c'est ça. Mais les plus-values, et allez hop, que je C'est te ça. taxe. Exactement, Ouais, oui. exactement. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Ouais. Donc voilà. Ah, mais voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton interview. Avec C'était plaisir, vraiment merci à toi. incroyable. J'ai appris tellement plein de trucs. Et ben, je vous dis à très vite dans une prochaine interview. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager Spotify podcast, à aller dessus, à écouter. Pareil sur Deezer, Apple Podcast, tout ça. Je mets en bio le Facebook. Je mets aussi en bio les 2 boutiques où il y a sa marque d'huile d'olive si vous voulez goûter. Je vais marquer. Et aussi, j'ai aussi un Instagram avec justement tout mon contenu à propos de l'IA. Eh ben, Donc voilà, et aussi pour les gens qui souhaitent me demander pour les automatisations IA, ils peuvent me contacter via Instagram. Et voilà, je mettrai en bio son compte Insta et si vous pouvez le contacter, et ben c'est avec grand plaisir. Et dites que vous venez de ma part s'il vous plaît, parce qu'en fait je veux savoir le retour. En fait, c'est même pas du tout un point de vue financier, vraiment pas du tout. C'est vraiment, je n'ai pas d'affiliation ou quoi. C'est vraiment juste pour savoir si mes vidéos sont vues et si il y a eu des retours de ma part. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Bref, abonnez-vous. Allez, abonnez-vous les gars. Merci. Ciao. Donc tu vois ici, c'est un site vraiment fait 100% avec l'IA. Donc ça c'est un About Me, tu vois. Ouais. Quand tu vas dessus, ça s'allume un tout petit peu très légèrement, tu vois. Ça fait un petit côté interactif. Ici c'est tous mes services que je fais. Automatisation IA, des optimisations de process, du consulting, de stratégie, des workflows IA customisés. Des impacts prouvés, donc c'est 3 de mes clients qui m'ont fait un feedback, tu vois, et donc chaque fois tu as un petit challenge avec sa solution et le résultat. Oh, Okay. trop bien. Ici pareil, bah ça c'est justement le projet que j'ai eu que j'ai livré il y a 3 jours. Ah, ça c'était le projet anglais. Ouais, le SEO, Ouais, exactement. ok. Hop, et ensuite en fait on a un formulaire ici. Donc vraiment complet avec du coup mon mail, mon numéro, mon profil LinkedIn et aussi name, email et messages. Okay. Et ici en fait c'est interactif. Donc ici on a vraiment des belles transitions. Ouais, trop About, bien. services, use case, contact. Et on a aussi le get audit ici qui t'envoie directement du coup à la page de contact où on peut réclamer un free audit. Ok, bah franchement c'est trop bien. En plus c'est 0€. Ouais, bah tu vois, 0€. C'est incroyable. Ouais, ah mais franchement. tellement. Ouais. Franchement, en plus c'est bien. Ça fait premium, je trouve. Ouais, Noir, ouais, blanc, ouais, j'aime trop. Non, franchement, bah comme quoi, voilà. Donc, Pas besoin donc de voilà. coder. Ouais.